12 janvier 1926. Le fleuve Détroit est une plaine déchiquetée de glace noire sous un croissant de lune. L'air est si froid qu'il semble solide, un poids physique contre votre peau qui s'infiltre à travers la laine épaisse de votre pardessus et s'installe au plus profond de vos os. Ici, au cœur même de la frontière internationale, le silence est une chose vivante, brisée seulement par le grondement sourd du vent et le gémissement sinistre de la plaque de glace. C'est un son comme un géant qui se retourne dans son sommeil, un rappel constant que le pont de 2 pieds d'épaisseur sur lequel vous vous tenez est temporaire, que l'eau sombre et glacée du fleuve attend juste en dessous. C'est le bureau de Joe Adair. Il se tient à côté du phare éteint d'une Packard Twin Six, dont le moteur tourne si doucement que ce n'est qu'un murmure. Ce n'est pas un homme grand, et dans la pénombre, il ressemble plus à une ombre qu'à une personne de substance. Il ne porte pas de fedora, juste une simple casquette de laine tirée bas. Dans sa main gantée, il tient non pas une mitraillette Thompson, mais une montre de poche en argent. Le verre se voile à chaque respiration superficielle qu'il prend. Il l'ouvre d'un clic. L'aiguille des minutes approche du 12. 3 minutes avant l'arrivée. Son lieutenant, une silhouette massive nommée Leo Lefty Rourke, tape des pieds, son souffle formant des panaches dans l'air glacial. « Quelque chose, Joe ? Le signal ? Signal ?» Joe Adair ne le regarde pas. Ses yeux sont fixés sur le rivage sombre et lointain de Windsor, en Ontario. Il n'a pas besoin de regarder du côté américain. Il sait que ces hommes sont là, cachés dans un entrepôt près des quais. Il sait qu'à 2 heures du matin précisément, un homme nommé Sal allumera une allumette, allumera une cigarette et la tiendra à la fenêtre du 3e étage pendant exactement 10 secondes. Si la lumière disparaît avant la fin des 10 secondes, le convoi doit faire demi-tour. C'est un système simple. Et parce qu'il est simple, il est infaillible. Joe s'occupe de système, pas de chance. « Patience, Lefty », dit Joe, sa voix plate, dépouillée de chaleur par le froid. Le programme est le programme. Pour Joe Adair, il ne s'agit pas de crime. Il s'agit de logistique. C'est un problème d'offre et de demande, de déplacement d'un produit du point A au point B avec une efficacité maximale et une perte minimale. Le produit est pour l'instant pour 25 000 $ de whisky Canadian Club et le point B est une nation qui en a soif sous le joug de la loi Volstead. Mais ce ne sont que des variables dans une équation beaucoup plus vaste. C'est un ingénieur, et cette rivière gelée est son chemin de fer privé. Alors que la trotteuse de sa montre passe le repère des 45 secondes, une minuscule lueur apparaît sur la rive canadienne. 1, 2, 3. Elle clignote 3 fois. Un signal convenu. Le premier camion est sur la glace. Joe claque sa montre et la glisse dans sa poche. « Il bouge », dit-il. Depuis l'obscurité, un nouveau son émerge, plus profond que le craquement de la glace. C'est le grondement tendu de 6 camions Ford Model T, chacun lourdement modifié dans le propre garage de Joe. Leurs châssis sont renforcés pour supporter une charge de 150 caisses en bois chacun. Leurs roues avant ont été remplacées par de lourds skis en bois pour glisser sur la glace saupoudrée de neige. Leurs moteurs, réglés pour le couple plutôt que pour la vitesse, sont équipés de silencieux personnalisés qui avalent le pire du bruit. Ils apparaissent comme des spectres pâteaux, leurs phares éteints, naviguant à l'expérience et au faible clair de lune. Ils ne roulent pas en ligne droite, mais suivent un chemin en zigzag que Joe lui-même a tracé, une route qui évite les points faibles connus et les crêtes de pression dans la glace. Il a payé des pêcheurs et des habitués des rivières pendant des mois pour cartographier les humeurs hivernales du fleuve, pour comprendre ses courants et son caractère. Toutes ces informations sont consignées dans un petit registre codé qu'il garde toujours sur lui. Le camion de tête, conduit par un homme qui pilotait autrefois des bateaux coupe-glace, ralentit à l'approche du point médian. Le convoi s'étale, augmentant la distance entre chaque véhicule pour répartir l'immense poids. 900 caisses de whisky. Près de 34 000 livres de verre, de liquide et de bois.
plus le poids des camions eux-mêmes. Lefty tripote nerveusement le pistolet Colt 1911 holstérisé sous son bras. Cette partie me met toujours mal à l'aise. On dirait qu'on est debout sur le couvercle d'un maudit cercueil. Joe Adair regarde les pneus du camion de tête mordre la glace, le conducteur dirigeant avec une aisance habituée. Ce n'est pas le couvercle d'un cercueil, Lefty, c'est une artère. Elle transporte le sang vital. Et comme toute artère, elle doit être maintenue dégagée, propre et fluide selon un calendrier prévisible. Il regarde en direction de la rive américaine. La cigarette de salle aurait dû apparaître et disparaître à présent. La fenêtre de 10 secondes est passée. Le chemin devant eux est dégagé. Il lève une main gantée et fait clignoter 2 fois une lampe protégée. Le convoi accélère, les moteurs gémissant dans le froid. C'est une symphonie de puissance contrôlée, de risques calculés jusqu'à la dernière once. Chaque chauffeur, chaque mécanicien, chaque veilleur est un rouage dans une machine conçue par Joe lui-même. On l'appelle un contrebandier. Lui se considère comme un ingénieur des transports. Et ce soir, sa machine, son opération parfaite, réglée comme une horloge, fonctionnait précisément à l'heure. Le convoi se trouve à moins de 200 yards du rivage américain, une silhouette sombre et industrielle d'entrepôts et de grues dormantes. La partie la plus périlleuse du voyage est presque terminée. À l'intérieur de la cabine chauffée de la Packard, Lefty Rourke s'autorise un petit sourire crispé. Il sort une flasque en argent de son manteau, le métal froid au toucher. « À l'ingénieur », murmure-t-il en dévissant le bouchon. « Encore une traversée sans encombre. » Joe Adair ne prend pas le toast en compte. Son regard reste fixé sur le rivage qui approche, son corps anormalement immobile. Ses sens ne célèbrent pas. Il scrute. Il écoute le changement subtil du son des moteurs qui signale une lutte. Observe le léger dérapage du dernier camion de la file. Pour lui, la mission n'est pas terminée tant que la dernière caisse n'est pas empilée dans l'entrepôt et que le dernier homme n'est pas payé. Les 200 derniers yards sont tout aussi dangereux que les premiers. Et puis, sa vigilance est récompensée. Ce n'est pas un son qu'il détecte, mais une lumière. Un faisceau brillant et perçant qui tranche l'obscurité depuis le toit de l'ancien bâtiment de la commission portuaire. Ce n'est pas le scintillement subtil d'une allumette de son homme sale. C'est l'éclat aveuglant et interrogateur d'un projecteur de qualité militaire. Le faisceau balaie la glace, une faux blanche qui efface les ombres et transforme la rivière saupoudrée de neige en une photographie austère et surexposée. Il attrape le 3e camion en ligne, le figant un instant dans sa lumière crue, le visage du conducteur un masque de choc derrière le pare-brise givré. La flasque de Lefty claque sur le plancher. « Des agents fédéraux !» siffle-t-il, sa main allant instinctivement vers son Colt. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, un 2e faisceau s'allume à partir d'un bateau de patrouille qui s'était caché, sombre et silencieux, derrière les pilotis d'une jetée délabrée. L'air est soudainement déchiré par le hurlement assourdissant des sirènes. Pas une, mais au moins 3, leurs hurlements montant et descendant résonnant à travers l'étendue gelée, semblant incroyablement forts dans la nuit auparavant silencieuse. C'est le moment où d'autres opérations sombreraient dans la panique. Les hommes se disperseraient, abandonneraient leur cargaison et fuiraient pour sauver leur vie. Mais l'opération de Joe Adair est une machine et il a intégré des systèmes de sécurité dans sa conception. « Formation Delta », dit Joe, sa voix aussi calme et froide que la glace sous eux. Il ne crie pas. Il n'en a pas besoin. L'ordre est transmis le long de la ligne par une série de flashs codés de lampes portatives, un système perfectionné dans un champ isolé du Michigan. La formation Delta n'est pas une retraite. C'est une dispersion calculée. Les 6 camions, qui formaient une seule file pour répartir la charge, rompent soudainement la formation. Ils se séparent en 3 paires, bifurquant dans des directions différentes, leurs moteurs rugissant tandis que les chauffeurs les poussent à leurs limites. Le plan est simple. Ils ne peuvent pas tous les attraper. C'est un exercice de pertes acceptables. Joe sacrifie la partie pour sauver le tout.
Sur le toit du bâtiment de la commission portuaire, l'agent Wallace Brydon du bureau de la prohibition baisse ses jumelles. Il se disperse, aboie-t-il à l'officier de police de Détroit à côté de lui. Ne les laissez pas atteindre le rivage. Utilisez les bloqueurs de véhicules. Tirez sur leurs pneus si vous le devez. La nuit éclate. Le claquement sec des tirs de fusil se mêle à la cacophonie des sirènes. Les balles ricochent sur les capots métalliques des camions ou soulèvent des gerbes de glace. Les chauffeurs dévient sauvagement. Les lourds skient de leurs essieux, avant luttant pour adhérer. La précision autrefois élégante de l'horlogerie s'est transformée en une lutte désespérée et chaotique. C'est ce chaos qui menace de les détruire, pas les agents fédéraux. Les trajectoires en zigzag, les accélérations soudaines, les virages serrés, tout cela exerce une pression imprévisible et violente sur la glace. Le grognement sourd qui était le murmure constant de la rivière commence à monter en tonalité. Joe regarde depuis la Packard, le visage impassible. Il calcule. 2 camions se dirigent vers le nord-est, vers la vieille tannerie. 2 foncent droit vers le point de rendez-vous, attirant le plus de tirs. 2, menés par son chauffeur, le plus expérimenté, un homme nommé Mac, bifurquent vers le sud-ouest, vers une partie moins profonde de la rive qu'il avait identifiée comme une sortie de secours. Puis, il l'entend. Un son différent des fusils ou des sirènes. C'est un craquement profond et résonnant qui semble venir des entrailles de la terre. Ce n'est pas une fissure de surface, c'est une rupture structurelle, une fracture. Il le voit arriver au camion de tête de Mac. Le véhicule roule à près de 40 km/h lorsque la glace juste devant lui se fissure. Une toile d'araignée de lignes noires irradie d'un point central. Mac essaie de dévier, mais l'élan est trop fort. Le lourd ski en bois du côté conducteur s'enfonce, puis plonge à travers la surface. Tout l'avant du Model T bascule violemment vers le bas, et le bruit de bois qui craque et de métal torturé déchire l'air. Le camion s'immobilise dans un grincement, ses phares pointant dans l'eau noire et agitée de la rivière Détroit. Il est piégé, son moteur tourne toujours, ses roues arrière patinent inutilement sur la glace intacte, menaçant de déchirer toute la plaque. Le monde ralentit pour Joe Adair. Il voit le camion piégé, son avant englouti par la rivière. Il voit Mac, le conducteur, lutter pour ouvrir sa porte contre la pression de la glace. Il voit le 2e camion de cette paire s'arrêter en dérapant à 20 mètres derrière, son conducteur, un jeune homme nommé Danny, regardant avec horreur. Il voit les agents fédéraux et la police de Détroit converger vers la position sud-ouest, sentant une cible acculée. Lefty Rourke serre le volant de la Packard, les jointures blanches. « Il faut y aller, Joe. Tout de suite. Nous sommes une cible facile. » Le moteur tourne, la voie d'évasion qu'ils avaient prévue, une route de service tranquille, derrière une rangée de conserveries de poissons abandonnés, est encore dégagée. La logique dicte une retraite immédiate. Mais l'esprit de Joe n'est pas à la retraite. Il traite une cascade de nouvelles variables. Le camion piégé contient 150 caisses de Prime Canadian Club. Plus important encore, il contient Mac, l'un de ses hommes les plus loyaux et les plus compétents. Le 2e camion contient 150 autres caisses et Danny, qui a à peine 20 ans. Les forces de l'ordre qui approchent représentent un échec tactique complet. La glace, maintenant compromise, représente un danger environnemental catastrophique. « Allume la lampe !» ordonne Joe, sa voix ne trahissant aucune émotion. Il ne regarde pas la voie d'évasion. Il regarde la catastrophe qui se déroule. « Quoi ? Les fédéraux nous verront à plein jour !» proteste Lefty. « Fais-le !» La main de Lefty tremble alors qu'il actionne l'interrupteur. Le puissant phare de la Packard découpe un unique et lumineux chemin à travers la glace, illuminant la Model T en piteux état. Dans l'éclat soudain, ils peuvent voir Mac forcer enfin sa portière à s'ouvrir, se hissant sur le capot incliné de son camion. Il est trempé, jusqu'à la taille, dans une eau à quelques degrés au-dessus du point de congélation. Joe se penche en avant, les yeux plissés, analysant la géométrie de la situation. Il note l'angle du camion ensablé, le schéma des fractures dans la glace, la distance jusqu'à la terre ferme.
Il ne voit pas un homme en péril. Il voit un problème d'ingénierie complexe qui exige une solution immédiate et non conventionnelle. « Roule vers eux, dit Joe. « Es-tu fou ?» crie Lefty, la voix chevrotante. « Il tire, Joe !» C'est un agent fédéral avec un fusil automatique Browning sur ce toit. La glace est plus épaisse près des vieux pilotis. Le camion de Mac sert de pointe de pivot, d'ancre temporaire. La tension se propage vers l'extérieur. Si Danny essaie de reculer, le couple de ses roues brisera la glace derrière lui. S'il reste immobile, le poids finira par les faire couler tous les deux. Nous devons modifier l'équation. Il pointe un doigt, ganté. Là, à gauche du camion de Danny. Allez. Hésitant, Lefty enclenche la Packard. La grosse voiture avance à contre-coup, ses pneus cloutés mordant dans la neige. Elle sort de l'ombre et s'engage sur la rivière gelée. Un acte de défi flagrant, presque arrogant. Le projecteur du bateau de patrouille pivote immédiatement et se fixe sur eux. Des coups de fusil retentissent. Plus proche maintenant. Une balle frappe le radiateur renforcé de la Packard avec un clang métallique. Il l'ignore. Joe est entièrement concentré sur les deux camions. Alors qu'il se rapproche, il baisse sa vitre, l'air glacial lui fouettant le visage. « Danny !» crie-t-il, sa voix portant avec une force surprenante. « Chaîne et treuil ! Maintenant, sur l'essieu arrière de Mac !» Le jeune conducteur, figé par l'indécision, se met au garde-à-vous au son de la voix de son patron. Il tâtonne dans la cabine de son camion et en ressort avec une lourde chaîne de remorquage. Mac, voyant le plan prendre forme, rampe sur les caisses en bois dans sa benne pour atteindre l'essieu arrière. Ses mouvements deviennent lents, le froid commençant déjà à paralyser ses membres. Depuis le rivage, l'agent Brydon observe avec incrédulité à travers ses jumelles. Qu'est-ce qu'il fait, bon sang ? Essaye-t-il de sauver la cargaison ? Il se concentre sur la Packard, un véhicule de luxe qui avance avec un calme délibéré au milieu d'un raid. Il voit l'homme sur le siège passager, dirigeant l'opération. Ce n'est pas la panique folle d'un contrebandier acculé. C'est la précision froide d'un commandant de terrain. « C'est lui », murmure Brydon pour lui-même. « Ce doit être l'ingénieur. » Lefty arrête la Packard à 15 mètres de la catastrophe, tournant la voiture pour garder le bloc moteur entre eux et les tirs de fusil venant du rivage. Danny attache la chaîne au camion de Mac, ses doigts maladroits à cause du froid et de la peur. Il lance l'autre extrémité à Mac, qui peine à l'accrocher à son propre véhicule. La glace sous eux gémit, un son long et lugubre. Une nouvelle fissure apparaît, s'étendant vers la roue avant de Danny. « Ça ne va pas tenir, Joe !» crie Lefty par-dessus le vacarme. « Ça tiendra assez longtemps », répond Joe. Il n'essaie pas seulement de sauver ses hommes ou sa cargaison. Il effectue un diagnostic en direct de son propre système, identifiant un point de défaillance. La glace était censée tenir. Ses calculs avaient été parfaits. Mais il n'avait pas pris en compte la variable imprévisible d'un raid fédéral et des mouvements erratiques qu'il provoquerait. C'est un défaut de conception. Et Joe Adair ne tolère pas les défauts. Mac donne un pouce levé, la chaîne est sécurisée. « Danny !» crie Joe. « Marche arrière ! Doucement avec l'accélérateur ! Doucement !» Le gamin remonte en trombe dans sa cabine. Le moteur de la Model T gémit alors qu'il la met en marche arrière. La chaîne se tend, gémissant sous l'immense contrainte. Les roues arrière du camion de Danny patinent un instant, puis trouvent de l'adhérence. Lentement, de manière impossible, le nez du camion de Mac commence à s'élever de l'eau noire, déversant une cascade d'eau glacée et de glace brisée. L'opération avait échoué, mais le sauvetage, cette manœuvre complexe et désespérée sous le feu, devenait un témoignage du contrôle de l'ingénieur. L'agent Wallace Brydon observe la scène se dérouler avec un mélange de fureur professionnelle et d'admiration réticente. Il traque les contrebandiers d'alcool sur la rivière Détroit depuis 3 ans, un jeu frustrant du chat et de la souris contre un consortium d'organisations criminelles dans l'ombre, connu collectivement sous le nom de Purple Gang. Mais ceci est différent. Ce n'est pas l'œuvre de voyous brutaux. La dispersion coordonnée, les protocoles d'urgence maîtrisés, la tentative de sauvetage audacieuse sous les canons des fusils fédéraux, tout cela témoigne d'un esprit qui voit
au-delà du simple acte d'enfreindre la loi. Cela témoigne d'un stratège. Concentrez le feu sur le véhicule de récupération, ordonne Bryden dans la radio portable, sa voix sèche. Mettez-le hors d'état. Je veux l'homme dans la Packard. Sur la glace, le grincement du métal sur le métal emplit l'air tandis que le camion de Mac est traîné en arrière. L'eau coule du compartiment moteur. Le véhicule est une épave, mais il bouge. Chaque pied qu'il gagne du point de fracture est une petite victoire. Danny, guidé par les instructions criées de Joe, dose l'accélérateur avec une habileté surprenante, empêchant les roues de patiner et de compromettre davantage la glace. Les tirs de fusil depuis le rivage s'intensifient. Les balles s'enfoncent dans les caisses en bois des deux camions, le claquement sec du pain qui se fend suivi du tintement du verre brisé. L'odeur distincte et douce du whisky canadien commence à parfumer l'air glacial, une forme coûteuse d'aromathérapie. Une balle perdue perce le pare-brise du camion de Danny, manquant sa tête de quelques centimètres et s'enfouissant dans une caisse de Old Smuggler derrière lui. Il tressaille, mais maintient son pied fermement sur la pédale. Joe Adair enregistre chaque bouteille perdue comme un débit dans son grand livre mental. Il ne perd pas seulement du produit. Il perd la marge bénéficiaire qui paie les camions, les mécaniciens, les chauffeurs, les guetteurs, les pots de vin. Cette seule course compromise menace d'effacer les bénéfices des 10 dernières. Mais son visage reste un masque de pierre. Il ne s'agit plus de profit, il s'agit de prouver l'intégrité de son système, même face à un échec catastrophique. Il s'agit de ses hommes. « Continue, Danny. Encore 20 pieds !» crie Joe. Mac, grelottant maintenant violemment de froid, a réussi à ramper jusqu'au siège passager du camion de Danny. Son travail est terminé. Lefty, quant à lui, a son propre rôle. Il fait pivoter la Packard, la positionnant entre le camion de Danny et le rivage, présentant le corps fortement blindé de l'automobile comme un bouclier. C'est un risque délibéré et calculé, détournant le feu du véhicule de transport plus vulnérable. Le côté passager de la Packard est maintenant criblé d'impacts dus aux balles entrantes. « Ils apportent la mitrailleuse lourde, Joe ?» dit Lefty, la voix tendue, en jetant un coup d'œil à une nouvelle lumière clignotante approchant du bâtiment de la commission portuaire. « Nous avons peut-être 1 minute avant qu'ils ne puissent l'installer. »« 1 minute, c'est tout ce dont nous avons besoin, » dit Joe. Il jette un coup d'œil aux 2 autres paires de camions. Comme prévu, ils avaient attiré l'attention des bateaux de patrouille et des autres unités de police. Il entend les bruits lointains de sirènes et de coups de feu résonnant plus loin le long du fleuve. Sa diversion fonctionne. La formation Delta a réussi, même si son point d'ancrage est actuellement une zone sinistrée. Ces 4 camions, transportant 600 caisses de whisky, parviendront à leur point de livraison secondaire. La nuit ne sera pas une perte totale. Avec une dernière secousse gémissante, les skis avant du camion de Mac, en piteux état, franchissent la fracture et glissent sur la glace solide. Le danger immédiat que le véhicule ne coule est écarté. « Détache-le, laisse-le !» ordonne Joe. « Danny, dégage d'ici, point de rendez-vous, Charlie !» Il n'y a pas de temps pour discuter. Danny embraye son camion en première. Sans le poids immense du véhicule gorgé d'eau derrière lui, la Model T bondit en avant, son moteur hurlant. Elle s'éloigne du Packard et disparaît dans le labyrinthe des entrepôts sombres et des ruelles qui constituent le front de mer de Détroit. Maintenant, seul le Packard et le camion abandonné de Mac, imbibé de whisky, restent sur la glace. Les sirènes se rapprochent, les cris des agents fédéraux sont plus clairs. Le lourd martèlement d'une mitrailleuse Browning M1917 montée sur un trépied résonne depuis le rivage. « Notre tour, Lefty !» dit Joe, aussi calmement que s'il demandait l'heure. Il se permet enfin de se pencher en arrière sur le siège passager. Il fouille dans son manteau, et pendant un instant, Lefty pense qu'il cherche une arme. Au lieu de cela, il sort sa montre de poche en argent, l'ouvrant d'un clic. Il étudie le cadran dans la faible lumière du tableau de bord. « 3h16 du matin, dit-il, presque à lui-même. 16 minutes de retard sur le programme. Inacceptable. Lefty le regarde, abasourdi. Ils sont sous le feu, à quelques minutes d'être submergés par les agents fédéraux,
et Joe Adair se soucie de son emploi du temps. Mais c'est l'essence même de l'homme connu sous le nom d'ingénieur. Le crime, le danger, les vies en jeu, tout cela n'est que des points de données dans un vaste problème logistique en cours. Et pour la première fois, sa machine parfaite a été jetée dans le chaos. Le coup n'était pas seulement dans le whisky perdu, qui se répandait dans la rivière Détroit, mais dans les 16 minutes de temps perdu qui représentaient un défaut dans sa conception. Un défaut qu'il devrait maintenant corriger. « Allez, dit Joe. Lefty n'a pas besoin d'être encouragé davantage. Il écrase l'accélérateur et la Packard Twin Six, son puissant moteur 12 cylindres rugissant à la vie, patine sur la glace et file vers l'obscurité, laissant les agents fédéraux avec rien d'autre qu'un camion abandonné et en panne et l'odeur persistante de whisky très cher. Le garage est situé dans un bâtiment de briques sans prétention à Hamtramck, une ville dans la ville de Detroit, connue pour ses immigrants polonais et sa politique délibérée de fermer les yeux. L'air à l'intérieur est épais des odeurs d'essence, d'huile moteur et de métal chaud. L'espace est caverneux, assez grand pour contenir une douzaine de véhicules et méticuleusement organisé. Les outils pendent sur des panneaux perforés en silhouette nette, les pièces de rechange sont étiquetées et rangées dans des bacs en bois, et le sol en béton est balayé. C'est le sanctuaire de Joe Adair, le cœur de toute son opération. C'est moins un repère de voleurs qu'un laboratoire automobile de haute performance. Il est maintenant 4h30 du matin. Les 5 camions survivants de la traversée de la rivière sont garés en rangées ordonnées. Leurs chauffeurs, y compris un Mac, encore tremblant, enveloppé dans une épaisse couverture de cheval, sont rassemblés autour d'un poêle ventru, buvant du café agrémenté d'une bonne dose de whisky de récupération. La tension de la glace s'est dissipée, remplacée par un faible bourdonnement d'adrénaline épuisée et un soulagement silencieux. Ils sont vivants. 4 des camions sont déjà déchargés par une autre équipe, les caisses de Canadian Club étant passées de main en main dans une chaîne humaine vers une cave cachée sous le sol du garage. Joe Adair se tient à un grand établi, à l'écart des hommes. Il ne boit pas de café. Il ne célèbre pas la survie de son équipage ni la récupération des 2/3 de sa cargaison. Sous l'éclat cru d'une seule ampoule nue, il démonte méthodiquement le carburateur d'un moteur de modèle T de rechange. Ses mouvements sont précis, économes, sa concentration absolue. Lefty Rourke se tient à proximité, le regardant, une profonde coupure sur son pommette, là où un éclat de verre brisé de la vitre latérale de la Packard l'avait frappé. « Le gamin, Danny, s'en est bien sorti, » dit Lefty, rompant le silence. Il a gardé son sang-froid. Il a suivi la procédure, répond Joe sans lever les yeux. Il utilise une petite clé pour desserrer un écrou en laiton. La procédure est conçue pour être efficace sous la contrainte. Et Mac, il a de la chance d'être en vie. Cette eau est assez froide pour arrêter le cœur d'un homme. La chance est le résidu de la conception, murmure Joe, citant une phrase qu'il avait lue dans une revue d'ingénierie. Il place l'écrou en laiton dans un petit plateau métallique. Notre conception était défectueuse. Elle n'a pas pris en compte une réponse fédérale coordonnée, multi-unité. Nous avions été anticipés. Ce n'est pas un manque de chance. C'est une défaillance du renseignement. Il lève enfin les yeux du carburateur, son regard balayant les pilotes rassemblés. Il se taise, sentant le changement dans la pièce. Ce n'est pas une visite de courtoisie, c'est un compte-rendu. « Sale !» dit Joe, sa voix coupant à travers le garage. Un homme mince et nerveux se détache du groupe et s'avance. C'est Sal, le guetteur qui était censé être à la fenêtre du 3e étage de l'entrepôt avec la cigarette. « Qu'est-ce qui s'est passé au point de rendez-vous ?» demande Joe. Son ton n'est pas accusateur. Il est curieux, comme un scientifique interrogeant une expérience ratée. Sal se tord les mains. « Il m'attendait, Joe. 2 d'entre eux. Des flics de Détroit. Ils sont montés par l'escalier de service. Pas d'uniforme. Ils devaient-ils savoir que j'étais là. Ils connaissaient ce signal. » Joe absorbe cette information, son expression imperturbable. Il tourne son attention vers un autre chauffeur, un homme corpulent nommé Pasky. « Route 2. Avez-vous rencontré de la résistance ?» Pasky secoue la tête.
Non, monsieur. Évasion nette. Exactement comme vous l'aviez dessiné sur la carte. Les flics étaient tous près du port. Nous étions à la livraison secondaire avant même qu'ils sachent que nous étions partis. Joe hoche lentement la tête, son esprit assemblant les pièces. Les fédéraux et la police n'étaient pas partout. Ils étaient dans un endroit précis. Ils étaient au point de rendez-vous alpha. Ils connaissaient l'emplacement. Ils connaissaient le moment. Ils connaissaient le signal du guetteur. La fuite n'était pas une information générale. Elle était spécifique, détaillée et tactique. Quelqu'un avait donné à l'agent Brydon une copie de son emploi du temps. Il se dirige vers la Packard, qui est maintenant garée dans un box de réparation. Un jeune mécanicien retire déjà avec soin la porte passager criblée de marques. Joe passe ses doigts, gantés, sur une profonde indentation près du cadre de la fenêtre. « Un fusil automatique Browning », dit-il à Lefty. Brydon monte en puissance. Il traite cela comme une guerre, pas comme une violation de douane. « Alors nous montons en puissance en retour », grogne Lefty, touchant la coupure sur sa joue. Nous trouvons le rat qui nous a trahis et nous lui donnons une leçon. Joe regarde Lefty, un éclair de quelque chose qui ressemble presque à de la pitié dans ses yeux. La violence est l'outil des inefficaces, Lefty. Elle crée du bruit. Elle invite au chaos. Nous ne sommes pas des bouchers. Nous sommes des ingénieurs. Nous ne résolvons pas un problème structurel en le frappant avec un marteau. Nous identifions le point faible, nous analysons les facteurs de stress et nous repensons le système pour le rendre plus solide. Il se retourne vers les hommes qui se réchauffent près du poêle. La route de glace est compromise. À partir de ce soir, elle est définitivement fermée. Nous passons au protocole de printemps. Dorénavant, tout traversera par l'eau. Cela signifie que les vedettes devront être prêtes dans 1 semaine. Moteur révisé, coque repeinte. Je veux un diagnostic complet du fantôme gris d'ici demain matin. Les hommes hochent la tête, comprenant le changement. Ils sont habitués aux changements de plan soudains et radicaux de Joe. Les points de livraison sont également compromis, poursuit Joe. Tous. Nous allons établir un nouveau réseau. Lefty, je veux que tu repères des endroits à Rivière Rouge, anciens sites industriels, des endroits avec un accès à l'eau profonde et plusieurs voies de sortie. Il marque une pause, laissant les ordres pénétrer. Il ne colmate pas seulement une fuite, il reconstruit tout l'aqueduc. Il abandonne un système réussi et rentable du jour au lendemain parce qu'une seule faille a été découverte. Pour les autres contrebandiers de Detroit, ce serait une réaction excessive insensée. Pour Joe Adair, c'est la seule réponse logique. On ne répare pas une fondation défectueuse, on rase le bâtiment et on en construit un nouveau. Et découvrez qui était le contact de salle au poste, ajoute Joe, sa voix baissant légèrement. Trouvez l'homme que nous payons pour les horaires des patrouilles fédérales. Je veux savoir à qui d'autre il a parlé. Il se retourne et retourne à son établi, ramassant le carburateur comme si la réunion était terminée. Le message est clair. Une erreur a été commise. Un prix a été payé en équipement et en produits. Maintenant, le travail de correction commence. Alors que les hommes se dispersent pour leurs nouvelles tâches, seul Lefty reste, observant son patron. Il comprend la logique froide, l'attention portée au système et aux machines. Mais il sait aussi qu'en dessous de l'extérieur calme de l'ingénieur, un autre type de calcul est en cours. Un calcul conçu non seulement pour réparer la machine, mais pour identifier et éliminer impitoyablement le composant unique et défectueux qui l'avait fait tomber en panne. La semaine suivante, la rivière Détroit est une entité différente. L'épaisse couche de glace s'est brisée sous le soleil printanier de mars, devenant un champ traître et mouvant de banquises grises et blanches. Pour la plupart des contrebandiers, cette saison d'entre-deux est une zone morte. Trop de glace pour les bateaux, pas assez pour les camions. Les opérations s'arrêtent, les débits des bars clandestins diminuent, les prix grimpent. C'est un cauchemar logistique. Pour Joe Adair, c'est simplement un nouveau problème d'ingénierie. Il se tient sur une jetée humide et grinçante dans une crique isolée en aval de la ville, près des friches industrielles de Zug Island. L'air sent la fumée de charbon
et quelque chose de vaguement chimique. Devant lui, amarré à la jetée, se trouve sa solution. Le fantôme gris. Ce n'est pas un bateau, c'est une arme. Initialement un navire de 16 passagers conçu pour transporter de riches touristes, il a été dépouillé et radicalement reconstruit dans le garage de Joe à Hamtramck. La cabine passager a disparu, remplacée par une longue cale de chargement ouverte renforcée d'armatures en acier. Le moteur marin d'origine a été remplacé par un monstrueux moteur d'avion Liberty L-12 à 12 cylindres, récupéré sur un bombardier de Havilland désaffecté. C'est une centrale conçue pour tracter un avion de 2 tonnes dans le ciel à 120 miles par heure. Dans l'eau, c'est un excès de puissance pure et impie. L'intégralité du bateau, de sa ligne de flottaison à son pont, est peinte d'un gris mat et non réfléchissant qui le rend presque invisible sur l'eau agitée et couverte. Ce soir sera sa première sortie sous le nouveau protocole de printemps. Mac, ses mains entièrement rétablies des engelures, est dans la timonerie, vérifiant les manomètres. Il n'est pas capitaine de bateau de métier, c'est un mécanicien et un conducteur. Mais il est aussi l'homme le plus fiable de Joe, et il possède un instinct naturel pour les moteurs puissants. Joe fait confiance à son instinct lorsqu'il est étayé par la compétence. « Elle a soif, Joe », lance Mac, sa voix trahissant une pointe d'excitation nerveuse. La pression de carburant est bonne. La température de l'huile monte. Joe hoche la tête, ses yeux scrutant la rivière. Il tient une paire de jumelles militaires, non pas à la recherche de bateaux de patrouille, mais étudiant le flux de la glace. Le chenal principal s'ouvre. Il y a un passage dégagé à une 50aine de mètres du rivage de Gros-Île. Vous suivez cela jusqu'à passer l'ancienne mine de sel, puis vous coupez directement en travers. Le courant est plus rapide là-bas. Il aidera à masquer votre bruit. Et le camion ? Un chalutier de pêche, le Serpent de mer. Il attendra à 2 miles au sud d'Amersburg, dans les eaux canadiennes. Il n'aura pas de lumière. Vous l'identifierez à sa cheminée unique. Vous leur donnerez le signal. Un long flash, 2 courts. Ils vous guideront à l'intérieur. Voici le nouveau système. Plus rapide, plus bruyant, mais conçu pour un autre type d'évasion. La course sur glace était une question de discrétion et de précision. Le fantôme gris, c'est la vitesse écrasante. Le plan n'est pas d'éviter la détection, mais d'être parti avant qu'un quelconque navire des forces de l'ordre ne puisse réagir. Lefty Rourke arrive, ses pas lourds sur le bois humide de la jetée. Il a l'air inquiet. « Un problème, Joe ?» Joe baisse les jumelles, mais ne se retourne pas pour lui faire face. « L'as-tu trouvé ?» « Je l'ai trouvé, » dit Lefty. « L'officier Miller, le sergent de garde au commissariat que nous avons sur la liste. Il se trouve qu'il a une sœur atteinte de tuberculose. Elle est dans un sanatorium à Howell, un établissement privé. Cher. Le salaire de Miller ne couvrirait pas un mois là-bas. » Joe reste silencieux, regardant un grand bloc de glace dérivé paresseusement en aval. Il connaît déjà la pièce suivante du puzzle. L'agent Brydon du bureau de la prohibition lui a fait une offre, continue Lefty, la voix basse et en colère. De l'argent fédéral. Ils ont payé le traitement de la sœur pour l'année prochaine. En échange, Miller lui a donné une copie de notre programme hivernal. Horaire, itinéraire, signaux. Tout. Joe se retourne enfin. Son visage est calme, mais ses yeux sont durs, comme des éclats de granit. Où est Miller maintenant ? À l'arrière de ma voiture. Il est coopératif. Et sa sœur, toujours au sanatorium. Brydon effectue les paiements directement. Joe regarde le visage en colère de Lefty, puis le moteur monstrueux du Grey Ghost, qui tourne maintenant au ralenti avec un grondement bas et rauque qui fait vibrer tout le quai. L'agent Brydon n'avait pas seulement acheté une source, il avait acheté un levier. Il avait trouvé la faiblesse d'un homme et l'avait exploité avec une froide efficacité fédérale. C'était un coup qu'il pouvait presque respecter. Mais le respect n'excluait pas la riposte. Brydon avait traité cela comme une guerre, alors Joe lui fournirait une victime. Mais pas de la manière dont Lefty s'y attend. « Ramenez Miller chez lui », dit Joe doucement. Lefty cligne des yeux.
Quoi? Joe? Il nous a trahis. Il a failli faire tuer Mac et Danny. Il nous a coûté un camion et 75 caisses de la bonne marchandise. Les gars s'attendent à... Je sais à quoi les gars s'attendent, le coupe Joe. Ils s'attendent à un corps dans la rivière. Ils s'attendent à un marteau. Mais un marteau, c'est bruyant. Un corps attire plus de police, plus d'agents fédéraux. Cela crée plus de problèmes que cela n'en résout. C'est un outil inefficace pour cette tâche particulière. Il marche jusqu'au bord de la jetée et regarde l'eau tourbillonnante et glacée. Brydon a utilisé la sœur de Miller. Il pense qu'il contrôle la situation. Il pense qu'il possède notre source. Nous allons changer cela. À partir de maintenant, nous possédons Miller. Nous paierons le traitement de sa sœur. Nous doublerons ce que Brydon paie. Et en retour, l'officier Miller nous donnera tout ce que Brydon planifie. Les programmes, les cibles de raid, les noms des informateurs. Brydon voulait un atout de renseignement, alors nous prendrons son atout et le ferons nôtre. Lefty est abasourdi et silencieux. C'est un coup brillant et froid. Il transforme un fardeau en avantage, une trahison en opportunité. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de contrôle. Maintenant, dit Joe, reportant toute son attention sur le bateau, dis à Mac de se préparer. Il est 7h54. Le premier départ de la nouvelle saison est dans 6 minutes, précisément. La machine était cassée, mais l'ingénieur l'avait redessinée. Plus solide, plus rapide, et maintenant avec un nouveau composant critique au cœur du camp ennemi. Le moteur Liberty L12 ne rugit pas pour démarrer. Il explose. Le son est un coup physique. Une déflagration de 12 cylindres qui s'allument en séquence, qui roulent sur l'eau et fait écho aux aciéries de l'île de Zug. C'est le son du tonnerre de l'ère industrielle, une annonce délibérée et provocatrice. L'ère de la navigation silencieuse est terminée. À bord du Grey Ghost, Mac tient la barre, tout le navire vibrant autour de lui comme un être vivant. La puissance est terrifiante. Il pousse l'accélérateur en avant et le bateau bondit, sa coque planante conçue sur mesure le soulevant hors de l'eau. Il ne fend pas les vagues, il vole par-dessus. Les banquises qui mettraient à mal un navire normal deviennent de simples obstacles à éviter à une vitesse incroyable. En quelques secondes, le bateau n'est plus qu'une tache grise, projetant un sillage blanc massif derrière lui, alors qu'il se fraye un chemin dans le canal sombre. Joe Adair se tient au bout de la jetée, son pardessus flottant dans le souffle des hélices. Il ne regarde pas le bateau lui-même, mais le rivage. Il chronomètre la réaction. Il consulte sa montre de poche en argent. Il faut exactement 94 secondes avant que le premier faisceau de projecteurs ne coupe la nuit depuis un poste de surveillance de police connu en aval. Trop lent. Au moment où la lumière trouve le sillage du Grey Ghost, le bateau lui-même est déjà à 1 mile de distance, un faible rugissement de moteur s'éloignant. Lefty Rourke revient de sa voiture, ayant dépêché 2 de ses hommes pour régler la délicate affaire de l'agent Miller. Il a compris l'offre, dit Lefty, criant pour se faire entendre par-dessus le bruit persistant du moteur. Il avait l'air soulagé, croyez-le ou non, reconnaissant. La peur est un motivateur temporaire, répond Joe, ses yeux toujours fixés sur la rivière. L'influence est permanente. Brydon lui a offert une solution à son problème. Nous lui avons offert une meilleure. C'est de l'économie simple. Un deuxième projecteur rejoint le premier, et le hurlement lointain d'une sirène de police commence à dériver du rivage. Les autorités s'agitent, réagissant à une menace qu'elles n'avaient pas anticipée. Elles étaient en bas préparées pour des camions lents sur la glace, pas pour un hors-bord propulsé par un moteur d'avion. Ils s'adapteront, dit Lefty, constatant l'évidence. Ils auront des bateaux plus rapides. Oui, acquiesce Joe. Et nous aurons des moteurs plus puissants. Nous construirons un deuxième bateau, puis un troisième. Nous établirons de nouvelles routes, de nouveaux horaires. Brydon pense qu'il combat une bande de contrebandiers. Il ne comprend pas qu'il combat une entreprise d'ingénierie. Il est en concurrence avec un système logistique plus rapide, plus agile et mieux financé que le sien.